Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Guillaume Imo et Budget. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui c'est le premier épisode d'une série de 4 qui va être dédié à l'achat immobilier et plus particulièrement à son premier achat. C'est souvent très stressant mais c'est aussi très passionnant. Je vais vous accompagner pas à pas dans cette série de vidéos afin que vous puissiez acheter votre premier bien et que vous puissiez le faire de la façon la plus sereine possible. Alors installez-vous confortablement et on est parti. Aujourd'hui, nous allons poser les bases essentielles de votre projet. Acheter son premier bien immobilier, c'est comme partir pour un long voyage. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les étapes préparatoires sont la clé de votre succès. Une erreur en immobilier peut vous coûter plusieurs centaines de milliers d'euros et vous endetter sur des périodes allant de 15 à 25 ans. Donc autant que possible, on va se préparer et on va éviter de faire ces erreurs. Mais gardez à l'esprit qu'on ne pourra jamais totalement le supprimer. La seule chose qu'on peut faire, c'est de mettre toutes les procédures en place pour réduire un maximum le risque. Premier point, il va falloir évaluer sa situation financière. Et oui, avant de rêver à votre futur chez vous, vous devez impérativement faire un audit complet de votre situation financière. Vous devez connaître vos revenus, vos charges et vos dépenses. Et si tu as des crédits, le montant de tes crédits et la durée. Ça paraît complètement dingue, mais aujourd'hui, en 2025, il y a des personnes qui ne connaissent pas leur situation financière. Si tu ne connais pas ta situation financière, tu ne peux décemment pas te lancer dans un projet immobilier. Tu dois d'abord mettre de l'ordre dans tes finances avant de vouloir t'endetter sur une durée de 15 à 25 ans à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Dit comme ça paraît simple, mais si vous posez la question autour de vous, je suis persuadé qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ne connaissent pas leur salaire exact. Pourtant, lorsque vous allez vous retrouver face à un professionnel du crédit, courtier ou établissement bancaire, l'une des premières questions qu'il va vous poser, c'est monsieur, madame, quel est le montant de vos revenus et sur combien de mois vous les touchez. À ce moment-là, vous ne pouvez pas vous contenter d'une réponse approximative. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'immobilier, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros sur un endettement allant de 15 à 25 ans. Donc une erreur peut coûter très cher. L'établissement bancaire ou tout simplement le courtier, il n'a pas de temps à perdre. Il a un temps à vous allouer, 15-20 minutes pour monter votre dossier. C'est à ce moment-là que vous devez le convaincre parce que lui, il ne vous connaît pas. La seule référence qu'il va avoir, ça va être les relevés de compte que vous avez. Et sur vos relevés de compte, il y a vos salaires. Si vous avez un salaire qui est variable, ce que je vous conseille, c'est de prendre vos 3 derniers bulletins de paye et de faire une moyenne de ces 3 salaires. À ce moment-là, c'est entendable et votre prêteur pourra, à partir de là, faire une extraction de combien il est susceptible de vous prêter. À présent qu'on connaît ses revenus, il faut qu'on connaisse ses charges. Et là, il faut distinguer deux choses. Il y a ce qu'on appelle les charges fixes et les charges variables. Les charges fixes, c'est très simple, c'est un montant qui revient tous les mois à la même date. Typiquement, si vous êtes locataire, vous avez un loyer de 500 € qui passe tous les 5 du mois. Ça, c'est une charge incompressible et vous avez un pouvoir d'action extrêmement faible dessus. Vous devez l'opposer à des charges variables. Par définition, une charge variable, c'est une charge qui ne revient pas dans le temps. Typiquement, vous allez au restaurant ce mois-ci, le mois prochain, vous n'y allez plus, cette charge disparaît. Et enfin, troisième chose que vous devez maîtriser, c'est votre crédit. Si vous avez des crédits à la consommation notamment, vous devez être en mesure de savoir où vous en êtes dans votre crédit. Est-ce qu'il vous reste 6 mois, 1 an ou 2 ans à rembourser et quel montant il vous reste à rembourser. Petite parenthèse, si vous avez des crédits à la consommation, c'est peut-être pas encore le moment de vous lancer dans votre projet immobilier. Je mets de côté les personnes qui ont des salaires très élevés et pour qui le crédit à la consommation les impacte très peu. Cependant, si tu as un crédit à la consommation et que tu as un salaire très élevé, c'est peut-être que tu as un problème de gestion et dans ce cas-là, c'est toujours pas le moment de se lancer dans le projet immobilier. C'est mieux pour toi de repousser ce projet de 3, 6 mois ou 1 an, le temps qu'il va te falloir pour remettre de l'ordre dans tes finances et une fois que tout sera fait, tu pourras te lancer de la façon la plus sereine possible. Maintenant que nous avons fait le point sur nos finances, passons à un sujet qui est bien plus passionnant. Et là, nous avons donc notre point numéro 2. Gardez à l'esprit que définir son projet, c'est dessiner les contours de sa vie sur les 5 ou les 10 prochaines années. Donc on a tout intérêt à le faire de la façon la plus sérieuse possible avec une projection dans l'avenir. La première étape essentielle, c'est identifier les besoins qui sont non négociables. Si je prends mon exemple, lorsque j'ai acheté ma maison, il y avait des choses qui étaient non négociables. Avoir des toilettes en bas et des toilettes séparées de la salle de bain. Avoir un critère toilette, ça peut prêter à sourire, mais lorsque j'ai acheté mon bien immobilier avec ma femme, on s'est dit qu'on avait quand même l'habitude de recevoir énormément de monde. Et on n'avait pas forcément envie que toutes les personnes qui viennent chez nous se baladent dans notre maison. Donc avoir un toilette en bas permet à ces personnes de ne pas rentrer
dans notre intimité, à l'étage de notre maison. C'est impératif pour vous d'identifier ce qui est non négociable. Le nombre de chambres que vous avez, est-ce que vous avez des enfants? Et donc pour vous, si demain vous êtes célibataire, les critères non négociables, ça va être le nombre de chambres. Si vous êtes un jeune couple avec un enfant, le critère qu'il va y avoir, c'est les commodités. Est-ce que l'école est proche? Est-ce que mon enfant va devoir prendre un bus? Est-ce que mes transports pour aller au travail sont à un quart d'heure, 20 minutes à pied? Voilà. Tout ça, ce sont des critères que vous devez prédéfinir avant de vous lancer dans la recherche de votre bien. Et vous allez voir que en fonction de votre budget, parce que ça aussi c'est un critère qui est très important, en fonction de votre budget, vous allez faire des arbitrages, mais vous ne ferez probablement pas d'arbitrage sur ce que vous jugez essentiel et non négociable. Autre critère que tout le monde devrait avoir à l'esprit, lorsque vous achetez votre bien, vous devez penser à la localisation. Justement, parlons-en de cette fameuse localisation. Ça fait partie de ce que j'appelle les 3 L. Localisation, localisation, et vous l'avez le troisième, localisation. C'est indispensable. Lorsque vous achetez votre bien, on pense évidemment à la localisation de la ville, mais il n'y a pas que ça. Votre bien, est-ce qu'il est situé à proximité d'une gare puisque vous allez travailler à Paris? Est-ce qu'il est à proximité d'une école ou de commerce parce que vous avez des jeunes enfants et que vous n'avez pas envie de faire une demi-heure de route pour aller faire les courses tous les samedis ou vous n'avez pas envie de mettre une demi-heure pour déposer votre enfant à l'école? Ça fait partie des critères de localisation. Et bien souvent, lorsqu'on parle de localisation, on pense juste à où est placée la maison. Non, vous devez réfléchir en termes de vie quotidienne. Vous devez donc penser au temps de transport, au commerce de proximité. Dans cette fameuse liste de critères qui sont non négociables, en fonction de si vous êtes tout seul ou si vous êtes en couple, vous allez faire des concessions. Si je prends mon exemple, lorsqu'on a acheté ma maison avec ma conjointe, on avait des critères qui étaient différents sur ce point-là. Tout simplement puisque moi, le critère de mobilité, de transport, entre guillemets, je dirais, je m'en fiche. Je suis en voiture du lundi au lundi, je ne prends jamais les transports. A contrario, ma conjointe va à Paris 3 jours par semaine et son critère à elle, c'était de ne pas mettre 2 heures pour aller à Paris et 2 heures pour rentrer le soir. Réfléchissez bien lorsque vous vous lancez dans votre projet immobilier. La localisation, c'est indispensable, mais ne restez pas focus sur où se situe exactement votre maison, mais regardez la globalité de votre situation professionnelle et où est-ce que vous voulez évoluer dans les prochaines années. Je vous rappelle que lorsqu'on achète un bien, revendre avant la 5e année, c'est probablement, on y perd beaucoup d'argent, que ce soit les frais de notaire ou tout simplement les frais d'installation. Passons à présent à la 3e étape. Vous devez commencer par regarder les prix au mètre carré qu'il y a dans votre zone préférée, dans la zone que vous avez ciblée. Pour ça, vous avez pas mal d'outils disponibles sur Internet. Vous avez le site Castorus qui vous donne l'évolution du marché. Quand vous avez ciblé une maison, ça va vous permettre de voir depuis combien de temps cette maison est en vente et l'évolution du prix de cette maison. Et enfin, il y a ce que tout le monde devrait utiliser. La base la plus fiable, c'est tout simplement les impôts. Sur le site des impôts, sur ce petit icône qui est juste ici, vous avez l'historique des transactions de votre quartier. Ça va vous permettre de connaître le prix de vente et le nombre de mètres carrés de votre voisin. À quoi ça va servir? Tout simplement, lorsque votre agent immobilier va vous dire « Voici le bien à 100 mètres carrés, il vaut 200 000 », vous allez pouvoir voir si votre voisin il a acheté ce bien-là à 190 000 € pour le même nombre de mètres carrés il y a 3 semaines. À ce moment-là, vous savez que le prix auquel le bien vous est proposé est complètement décalé et que vous risquez de perdre de l'argent en l'achetant au-dessus du prix du marché. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Petite astuce que j'ai fait et que je vous recommande de faire, lorsque vous ciblez des biens immobiliers, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas cibler 1 ou 2 maisons, vous allez en cibler 7, 8 ou 10. À ce moment-là, c'est impossible pour vous de vous souvenir de tous les prix de vente. Ce que je vous conseille, c'est de vous faire un petit tableur. Dans ce tableur, vous allez rentrer tous les prix des maisons que vous avez ciblées et vous allez mettre la date à laquelle vous avez vu ces prix-là. Ce qui va vous permettre, quand vous allez y retourner 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard, de voir si votre prix a évolué. Pour terminer cet épisode, passons au 4e point. C'est un point qui est crucial et qui va déterminer est-ce que oui ou non vous allez pouvoir obtenir votre crédit IMO. Gardez bien en tête que votre dossier, c'est tout simplement votre pièce d'identité auprès de votre acheteur ou auprès de votre établissement bancaire. Pour constituer votre dossier, vous allez avoir une liste de pièces
indispensables. Dans ces pièces, il y a les 3 derniers bulletins de paie, les 2 derniers avis d'imposition, les 3 derniers relevés de compte, vos justificatifs d'épargne et enfin la pièce d'identité qui est obligatoire pour prouver que vous êtes bien celui que vous prétendez être. Un conseil que je peux vous donner, c'est de créer votre dossier de façon numérique en nommant bien chaque pièce et chaque dossier ainsi que chaque sous-dossier. Ça va vous faire gagner un temps précieux lorsque vous allez avoir des mises à jour. Vous n'aurez pas à rechercher le dossier en papier. Souvent, le papier, c'est le bazar. Au moins en numérique, tout est classé au même endroit et ça ne bouge pas. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On a posé ensemble les bases pour acheter son premier bien immobilier. Rappelez-vous qu'une bonne préparation, c'est la clé pour réaliser un achat serein. Dans notre prochain épisode, on va se plonger dans les différentes options de financement qui existent. Nous parlerons prêt, assurance, crédit, enfin bref, tout ce qui concerne la partie financière. D'ici là, commencez à réunir vos documents et à réfléchir à vos critères non négociables. Et surtout, n'oubliez pas, chaque grand projet commence par un petit pas. N'oubliez pas, moi c'est Guillaume, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!